Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons essayer d'expliquer, de décrypter l'actualité avec des sujets assez brûlants. On parlera notamment des réunions non mixtes de l'UNEF, on parlera des 50 ans de l'appel de ce qu'on doit appeler des 343 salopes, c'est-à-dire l'appel pour la légalisation de l'avortement. On va parler aussi de ces polémiques avec un certain nombre de maires écologistes. De l'euthanasie aussi, qui va être débattue à l'Assemblée nationale. Et pour parler de tous ces sujets, Anne-Père Brio, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale de l'Île-de-France. Bonjour. Sandrine Grand-Gambe, bonjour. Vous êtes la première adjointe à la mairie de Trappes. Vous êtes également conseillère régionale Île-de-France. Toujours du mouvement Génération, hein? Exactement. Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Stéphane Monson, vous êtes toujours professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et doyen honoraire de cette même université. Et Vincent Couronne, vous êtes aussi enseignant à l'UVSQ, vous êtes journaliste et vous êtes aussi le fondateur du mouvement des surligneurs qui traque les fake news, notamment dans le domaine politique. Et puis Jean-Charles Lajoigny qui est avec moi en plateau. Merci d'être venu. Bonjour. Éditeur. Et on va tout de suite montrer deux dernières parutions de vos éditions. Tu joues, tu meurs, de Yannick Provost. Voilà, alors en plus, c'est le local de l'étape, puisqu'il habite au Chênay. Ah, voilà, très bien. Un auteur tout il à fait. Il va venir ici alors. Et c'est sur un jeu vidéo, enfin, c'est assez autour du jeu vidéo. Transport entre la virtualité et la réalité, c'est assez astucieux et très, très prenant. Et un roman de Frédéric Bertin-Denis qui s'appelle Matador. Qui se passe en Espagne ou non? Ça se passe évidemment en Espagne et c'est sur la corrida et alors ça devrait déchaîner les passions parce que c'est une enquête menée par deux policiers espagnols. Il y en a un qui est à fond, qui est vraiment un aficionado, et l'autre qui est absolument anti-corrida. Donc ils passent leur temps, voilà, ouais. Oui, il y a un débat très très fort, voilà, même actuellement. Il y a effectivement un tueur en série qui est très très bien campé. Alors, avant d'aborder les sujets dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a un de vous a participé à des dîners clandestins récemment? Non? Non, vous n'êtes pas allé à Paris dans ces dîners un peu chers. Non, ce qui est intéressant, et je lisais ça, c'est au fond que ça a déclenché cette petite polémique dont on ne sait pas si elle est vraiment fondée ou pas, l'ère du soupçon. Et il y a un certain nombre de ministres, puisqu'on dit que des ministres auraient participé à ces dîners, dont on parle de leur lassitude, au fond, ils disent finalement c'est un métier de chien et on est attaqué tout le temps. C'est vrai que cette ère du soupçon, et je vais peut-être demander à Anne-Père Brio et à Sandrine Grand-Gambe, qui sont deux élus, cette ère du soupçon contre les élus, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je trouve, c'est évidemment un contre-exemple de si c'est vrai, parce que c'est toujours, je regarde Vincent quand si je dis c'est ça. vrai, c'est terrible, oui. Si c'est vrai, c'est vraiment le contraire de l'exemplarité. Et donc, c'est vrai qu'un élu de la République, l'article 1, c'est l'exemplarité. Donc, ça, de ce point de vue-là, c'est tout à fait condamnable. Après, c'est vrai que on a toujours tendance à partir d'un événement éminemment marginal quand même, à jeter une espèce d'opprobre contre toute la classe politique. Et ça, c'est triste. Ça, je trouve que c'est pas parce qu'il y a comme dans tous les groupes d'individus, il y a toujours des infimes minorités en fait qui peuvent effectivement se conduire de façon pas exemplaire et ça devient la généralité. C'est-à-dire que là, à partir d'un exemple où il y aurait quelques élus impliqués, ça devient tous les élus sont ne sont pas des gens, etc. Alors que 95%, c'est toujours ce thème. Voilà. Sandrine Grand-Gambe, justement sur ce soupçon qui peut peser, alors à tort ou à raison, mais qui pèse souvent sur les élus, sur la classe politique. Peut-être moins d'ailleurs dans les mairies, hein, mais...
Bon, je pense que ça concerne assez peu les élus locaux pour le coup, mais j'aimerais bien qu'on ait quand on parle exemplarité bien sûr, et si on trouve que c'est trop dur d'être élu, on peut aller faire autre chose. Hein. Et je pense que par rapport à cette ère du soupçon, je suis d'accord, il faudrait aussi le généraliser quand on parle de ces jeunes qui sont irresponsables parce qu'ils auraient été sans masque, ou qu'on ait le même regard sur c'est pas les jeunes, c'est quelques jeunes, c'est pas au moment du carnaval à Marseille, c'est pareil, c'est pas tous les Marseillais, c'est quelques personnes qui se sont mal comportées. Donc on ait la même forme de tolérance ou le même type de discours, quel que soit le public dont on parle. Jean-Charles Lajonie moi, j'aimerais que ce soit vrai. Et je comprends très bien. Je veux dire, tout le monde est en train de devenir fou. Et je veux dire, qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, ça n'a aucune importance, un dîner clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tout ça est grotesque. Non, mais si des élus ou des ministres y participent, c'est vrai que ça donne pas un signal qui est je veux dire, qui n'a pas envie d'aller dîner dans un restaurant et qui n'a pas envie de le faire, etc. C'est tout à fait humain, je veux dire, peu importe. Et ce qui est déprimant dans cette histoire, c'est que ça redéclenche le côté le moins beau de l'être humain, c'est-à-dire tout de suite le soupçon, la délation, la recherche. Comme le disait Madame, là, on accuse tous les jeunes qui ont le malheur de vouloir s'amuser, de vouloir contaminer la France entière. On va aller les dénoncer. On voit des gens dans les rues qui sont là en train de pointer un tel qui n'a pas le masque pas sur le bout du nez, etc. Mais qu'on foute la paix aux gens et qu'on arrête un petit peu. C'est vrai que la période de la dénonciation est un peu repartie et nous rappelle parfois des heures un peu sombres de notre histoire. Sur ce sujet, quelqu'un voulait intervenir? À la radio, ils ont dit qu'en fait, ça ne concernerait qu'un seul ministre. Oui, mais le fait qu'il y en aurait plusieurs. Enfin bon, c'est pas qu'ils doivent être exemplaires. Nous, on est tous privés de restaurants. Je comprends pas pourquoi ils iraient tranquillement faire un dîner avec d'autres personnes. Enfin oui, moi ça me choque. Oui, non, il n'y aurait qu'un seul ministre, mais un seul ministre, comme on dit, c'est beaucoup, c'est peut-être trop. et je pense que si le nom de ce ministre est révélé, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que la démission. Il y a aussi beaucoup de ministres dont on pourrait balancer le nom et on ne sait absolument pas qu'ils sont ministres, donc de toute façon, ils risquent rien. Alors on va passer au premier sujet. L'Assemblée nationale va discuter cette semaine de proposition de loi autorisant l'euthanasie. C'est le premier thème de cette émission. Voilà, c'est une proposition de loi pour légaliser le suicide assisté, comme on le dit, que ça va être débattu à l'Assemblée nationale. Au fond, peut-être Stéphane Monson, peut-être vous pouvez nous éclairer, c'est un vieux serpent de mer quand même, la légalisation ou non de l'euthanasie. Oui, c'est un vieux serpent de mer, mais qui... la question, c'est pas tant celle de l'euthanasie que la question au sens large, et je reprends cette expression parce que je la trouve tout à fait fondée, du droit à mourir dans la dignité. C'est une question qui a progressé, hein. On n'est pas dans une situation de surplace, ni même de recul. La loi Claes-Leonetti, dernier texte en date, permet... avec la sédation profonde, l'arrêt des soins, alors qui n'est pas on ne peut pas appeler ça l'euthanasie réellement, mais qui, au regard de la volonté, si tant est qu'elle soit identifiable, de la volonté du patient, ou bien telle qu'elle peut être exprimée par ses proches. Je vous renvoie à cette triste affaire Vincent Lambert, par exemple. On peut maintenant, avec toute une série de précautions procédurales, juridiques, éthiques, mettre fin au traitement pour ne pas verser dans une obstination, dans ce que la loi appelle l'obstination déraisonnable. Donc il y a un pas supplémentaire à franchir et qui alors met en cause, au-delà de principes politiques, on le voit avec la proposition du député Falorni, hein, qui met en cause des convictions morales, éthiques, philosophiques, religieuses, qui vont bien au-delà des clivages politiques. Ce qu'on peut, voilà, enfin, la question mûrit, si vous voulez. Elle mûrit d'autant plus que dans des systèmes juridiques proches,
je vous cite toujours la Suisse, ou encore la Belgique, ou désormais l'Espagne, et bien d'autres. On peut aller au-delà, on peut aller plus loin. Et c'est ce pas supplémentaire que la proposition de loi propose, avec moult précautions d'ailleurs, de franchir, mais bon, pas qui ne sera manifestement pas franchi jeudi, dans la niche parlementaire dont dispose cette proposition. On regarde l'obstruction qui est le fait essentiellement de députés Les Républicains. Oui, et encore que vous avez raison de rappeler que ce n'était pas un clivage politique, puisque Leonetti est, je crois, un membre du Parti républicain d'ailleurs, et qui est l'auteur de cette loi qui a fait une avancée considérable. Sandrine Grand-Gambe, sur ce sujet, si vous étiez député, vous seriez favorable à ouvrir la voie au suicide assisté ? Je reprendrai exactement la position qu'a évoquée Stéphane Manson, c'est le droit de mourir dans la dignité et qu'on sorte enfin d'un système hypocrite où on a fait un pas, mais on n'a pas osé aller jusqu'au bout. Et je crois qu'il est temps, plus que temps, quand on voit la souffrance de certaines familles, encore aujourd'hui, d'être cohérent dans ce que l'on veut, et je voterai, mais des deux mains, évidemment, une loi qui va dans le droit de mourir dans la dignité. Anne-Père Brio ? Alors, moi, je serais... Alors, c'est un sujet, évidemment, dans lequel il faut avoir très personnel, hein. une immense humilité, évidemment. Ça touche à l'intime, vraiment. Et je pense que je ne suis pas sûre de vouloir institutionnaliser l'euthanasie, mais parce que quand on entend beaucoup de témoignages, en fait, c'est d'abord un échec thérapeutique. Et je pense qu'il faut d'abord plutôt chercher tous les chemins vers une fin de vie apaisante, et en aucun cas écouter des témoignages où des gens partent dans les pays où c'est autorisé parce qu'il y a eu un échec thérapeutique et qu'il n'a pas été accompagné. En fait, beaucoup de gens se disent abandonnés, et donc et partent donc parce qu'ils ont été abandonnés. S'ils avaient été accompagnés, peut-être ne seraient-ils pas partis. Et ce que je voulais dire également, c'est que je pense que c'est aussi un esprit de société. C'est-à-dire que il faut vraiment que la société fasse un effort pour ne pas laisser les personnes âgées sur le bas-côté. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans notre société que passé 80 ans, on est globalement bon à mettre un peu de côté. Il y a la fracture numérique, les gens, on dit ils n'ont pas accès, mais on s'en fiche quelque part. Dans les magazines de mode, de société, est-ce qu'on parle des gens de plus de 80 ans? C'est comme s'ils n'existaient pas. Et donc je pense que ça va au-delà, et qu'il y a vraiment un effort d'inclusion. Et s'il y a des personnes âgées qui sont dans les sociétés africaines, par exemple, une génération éminemment protégée et valorisée. Nous, on dévalorise voilà, ce sont des gens, on aura tous 80 ans, on aura tous 80, peut-être 10, pas tous. Voilà. Et je pense que s'il y a un sujet à mettre à la consultation citoyenne, c'est bien celui-là. Moi, je verrais bien une consultation citoyenne. Ouais. Et vous avez raison de parler de ces personnes âgées, ce qui est d'autant plus étonnant que on va avoir, ne serait-ce qu'en France, une majorité la plus grande proportion de la population, c'est les plus de 65 ans. Donc c'est très étonnant qu'à la fois ça soit la majorité et qu'on l'oublie un peu. Florence Mercadet-Choquet, sur ce sujet? Je suis assez d'accord avec Anne-Père Brio, mais je pense que surtout, c'est les centres de soins palliatifs qu'il faut développer. Il n'y en a pas assez. Alors ça, c'est au-delà de la problématique des personnes âgées, puisque malheureusement aussi, il y a des jeunes qui sont dans ces situations-là. Et il n'y a pas assez de centres de soins palliatifs. Et si on arrivait à développer beaucoup plus ces centres de soins palliatifs pour accompagner dans les meilleures conditions possibles les personnes qui veulent mourir dans la dignité, effectivement, on n'aurait pas à aller aussi loin sur la problématique de l'euthanasie. Et alors, ce que je regrette beaucoup, c'est effectivement cette loi, ce projet de loi, de toute façon, doit être sous réserve du contrôle de Stéphane Manson.
ne peut être débattu que pendant 24 heures, ce qui me paraît complètement dingue, parce que c'est quelque chose qui mérite plus de 24 heures pour être débattu. Et effectivement, de toute façon, ce ne sera pas débattu, puisqu'il y a plus de 3600 amendements qui ont été déposés, donc il ne va rien se passer jeudi. Et c'est bien dommage. Et ce qui est dommage aussi sur ce projet de loi, c'est qu'en Belgique, on prend le temps d'avancer dans ce chemin vers la mort, puisque la personne a 1 mois pour réfléchir. Et là, dans le projet de loi, la personne a 24 heures pour se rétracter, entre guillemets, ce qui me paraît vraiment hyper court, quoi. Donc, voilà, il y a certains points qui sont un peu contestables, même si, effectivement, il faut avancer sur ce droit à la dignité, pas sur le droit à mourir, parce que là, ça pose un certain nombre de questions philosophiques, religieuses, mais sur la dignité de l'accompagnement. Je pense qu'effectivement, si on développe ces centres de soins palliatifs, on ira aussi un peu dans ce sens-là. Bon, pour être très précis, parler de projet, c'est une proposition de loi et c'est ce qui explique aussi, puisque c'est quand même le gouvernement qui est maître d'œuvre dans les travaux du Parlement, qu'on en discute très peu parce qu'au fond, cette proposition n'a pas le soutien du gouvernement. Jean-Charles Lajoigny ? Il y a un télescopage curieux. Ça fait 1 an qu'on confine et qu'on condamne quasiment à mort les vieux dans les EHPAD. Et là, maintenant, à l'Assemblée et au Sénat, on voudrait nous faire croire qu'on va essayer de les faire mourir dans la dignité. Mais déjà qu'on les fasse vivre dans la dignité. Je veux dire, on a confiné et on continue à confiner les gens de façon absolument scandaleuse. Et tout le monde s'en fout. Et voilà, donc... alors bien évidemment, je reprends le terme de Stéphane, c'est très bien. Qui oserait dire qu'on n'est pas pour le droit de mourir dans la dignité ? Bah oui, alors justement, bien évidemment, mais bon, qu'est-ce que c'est que la dignité ? Il y a eu un papier de Michel Houellebecq dans le Figaro, une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect, et à un moment il parle de la dignité, il dit mais moi je vais perdre mes cheveux, mes poumons vont y passer, je vais sans doute devenir aveugle, impuissant, je vais voilà, faire mes besoins sous moi, etc. Mais il dit ça c'est le vieillissement, c'est la dignité, voilà, si c'est ça la dignité, bon, peu importe. Et alors, il a une réflexion qui moi me paraît assez intéressante, c'est de dire, il dit voilà, si je disais un jour je veux mourir, eh ben j'aimerais que des proches me disent ben non, reste un peu avec nous. Et au fond, Vincent Couronne, je vais peut-être vous interroger là-dessus parce que c'est intéressant. Est-ce que finalement l'ouverture à l'euthanasie, c'est pas une façon pour les vivants de se débarrasser un peu des personnes qui sont en effet impotentes, qui sont en effet souffrantes, qui sont atteintes par l'âge et par le vieillissement. C'est au fond ça ce qu'il dit Houellebecq. J'avoue, Patrice, que sur cette question, j'ai pas beaucoup d'avis. Et je suis un peu frustré, effectivement, mais c'est pour des questions, effectivement, de droit parlementaire, qu'on n'a qu'un seul jour de débat à l'Assemblée nationale sur le sujet. La loi Claes-Leonetti, c'était 2 jours de débat à l'Assemblée. Mais malgré tout, c'est trop peu pour un sujet comme celui-là. Je suis pas certain en fait que ça soit l'orientation, la direction que vient d'en parle Michel Houellebecq. La crise sanitaire a bien montré que, au contraire, en fait, on prenait soin quand même dans une large mesure des personnes âgées notamment et qu'on refusait de les laisser tomber. En réalité, qu'est-ce que c'est le passage entre la loi Claes-Leonetti et cette proposition de loi sur l'euthanasie? C'est simplement un élargissement des possibilités en fait de pouvoir mettre fin au jour d'une personne qui est malade dans une situation irréversible. On dit bien que c'est dans des cas graves et incurables qui infligent des souffrances irréversibles. Voilà, c'est la loi Claes-Leonetti aujourd'hui, c'est dans des cas plus stricts où on est en phase terminale. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas en train de légaliser le suicide assisté. On élargit en fait le droit à mourir dans la dignité à des situations plus larges que celles qu'on avait jusque-là. Il n'y a pas de changement de nature en quelque sorte. C'est simplement un élargissement de la loi Claes-Leonetti. Donc, mais je suis d'accord sur le fait que avec Florence et avec vous, Patrice, qu'on aurait pu avoir un peu plus de débat sur le sujet. Mais sur cette phrase, c'en est une grande, par exemple, cette phrase de Houellebecq, une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. Vous trouvez que c'est trop polémique ou on peut comprendre un peu cette prise de position? C'est du Houellebecq, hein. Donc voilà, on n'est pas plus étonné. Quel que soit le sujet, il y a une forme aussi volontaire de provocation, même s'il croit, j'imagine, ce qu'il dit.
Moi, j'aimerais bien qu'on ne confonde pas la question du vieillissement et de la dignité à mourir, à vivre dans de bonnes conditions le plus longtemps possible, et puis la question qui est posée là, qui peut toucher demain n'importe quelle personne qui, suite à un accident de voiture ou suite à une maladie effectivement incurable, se retrouve confrontée à son choix personnel de vivre ou de mourir. Et quand Houellebecq dit « moi je vais me dégrader physiquement, etc. et je veux pas forcément arrêter pour autant », c'est son choix. La question, c'est pas d'imposer, la question, c'est d'avoir le libre choix. Et c'est pour ça qu'à mon avis, quand vous regardez les sondages d'opinion, les Français sont très très largement favorables à ce qu'on évolue sur cette question-là, et je pense qu'on sera obligé d'y arriver. C'est vrai que ça pose une question presque philosophique, Stéphane Monceau, c'est l'ouverture du droit aux autres, et ce que dit très bien Sandrine Grandgorbe, au fond, c'est ouvrir les droits à ceux qui veulent, et ceux qui ne veulent pas sont pas du tout obligés d'y passer, mais on avait vu ça pour le mariage pour tous aussi, ça choque des gens, c'est-à-dire que le mariage pour tous n'enlevait pas aux ceux qui voulaient se marier le fait de pouvoir se marier, mais ils ne toléraient pas qu'on l'ouvre à d'autres personnes, et là c'est un peu le même raisonnement, c'est assez intéressant ça. C'est aussi une question de civilisation, d'histoire, d'habitude, de confort de pensée. Moi, de mon point de vue, tout ce qui peut aller vers un surcroît d'autodétermination individuelle sur ces questions-là constitue un progrès. Le mariage pour tous, c'était un progrès qui était attendu. Cet élargissement des possibilités de mourir dans des situations bien particulières, Vincent Couronne a eu raison de le rappeler, c'est aussi, de mon point de vue, un progrès vers tout ce qui peut contribuer à l'autodétermination, c'est-à-dire à la liberté de chacun. Et je pense que notre civilisation fait à chaque fois un pas vers le meilleur, vers le progrès, lorsqu'elle permet l'autodétermination, en dépit de toutes les opinions qu'on peut avoir sur la question. Mais en effet, il ne s'agit pas de l'imposer, il s'agit de le permettre dans des situations particulières à des personnes qui ardemment le souhaitent. Et ça n'est pas aujourd'hui, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors on va passer au deuxième sujet. C'est né d'une déclaration de la maire de Poitiers qui s'appelle Léonore Monconduit, qui est écologiste, et qui dit au fond les enfants ne devraient pas rêver à devenir des pilotes, à monter dans des avions. C'est fini tout ça. C'est une polémique. Alors, vous vouliez intervenir, Jean-Charles Lajoigny ? C'est même bien pire, je me permets de vous reprendre. Patrice, elle n'a pas dit ne devrait pas. Elle a dit ne doivent plus, il ne faut plus que les enfants rêvent à l'aviation et rêvent de voler. Alors, elle a oublié les planeurs, parce que les planeurs, ils pourraient voler. Elle a juste oublié d'être censée. C'est juste... On est au-delà de la bêtise, enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est ? Mais est-ce qu'on imagine si quelqu'un d'un autre parti politique, du Rassemblement national, de n'importe quel parti avait osé dire de quoi doivent être faits les rêves des enfants, mais ce serait une révolution. On aurait le MRAP, on aurait tout le monde dans les rues. Alors c'est vrai que la déclaration a été condamnée aussi bien par Marine Le Pen que par Jean-Luc Mélenchon. Bah oui. Mais au fond, alors, au-delà de ça, après on peut parler de maladresse peut-être, etc., ça pose quand même un vrai problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas quand même changer un peu de logiciel ? On a quand même des défis environnementaux très importants. Est-ce que le défi environnemental pour Madame Monconduit, c'est d'arrêter les pilotes de Canadair, d'arrêter les pilotes d'hélicoptères du SAMU, d'arrêter de stopper Thomas Pesquet dans son élan, de stopper les évacuations sanitaires, les gens qui sont baladés, qui sont envoyés d'un hôpital à un autre là en réanimation, ils prennent l'avion. Est-ce que tout ça faut arrêter pour ces calembredaines intellectuelles? Mais non, mais ça n'a aucun sens. Elle n'a pas parlé de tous les avions. Elle réduit... Non, il faut arrêter de rêver à l'avion. Il faut arrêter de rêver de voler. Il faut rééduquer nos enfants. Je veux dire, on est dans le... Là, elle a supprimé les subventions des aéroclubs, qu'elle finançait d'ailleurs très peu jusque-là. Qu'elle supprime ce qu'elle veut. Mais c'est cette parole horrible qui est de dire il faut que les enfants rêvent d'autre chose. Il faut interdire aux enfants de rêver ça. Je veux dire, mais quel fascisme. C'est le fascisme à visage vert. Enfin, Alors, c'est peut-être... Ça peut être cette explication. Ça peut être aussi... il faut peut-être prendre conscience des dangers qui nous menacent. Sandrine Grandgorbe, vous êtes... je disais de génération, mais vous avez une conception très forte de l'environnement, de l'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Votre micro. Votre micro est débranché, alors, non? J'avais oublié de brancher Voilà. le micro. Je voulais simplement dire que cette conscience forte par rapport aux problématiques environnementales, j'espère qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on partage tous, en fait, même sur ce plateau, même si premier intervenant, j'en doute un peu plus. Mais moi, je peux comprendre que le propos est choqué, parce qu'il y a une représentation aussi depuis toujours de ce qu'est le fait de voler. Enfin voilà, on a une thématique là qui est symboliquement très forte. En même temps, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle-même, quand elle était enfant, ça faisait partie de ses rêves. Et ce qu'elle a voulu dire, à mon avis, c'est qu'on était dans un moment où il fallait changer de modèle. Oui. C'est ça, en fait, son propos. Et qui peut douter aujourd'hui, quand on voit que ce matin encore on s'est levé alors qu'il faisait 30 degrés la semaine dernière et qu'aujourd'hui il y avait de la neige et que tout a gelé, qui peut douter qu'aujourd'hui on a une vraie des réponses à apporter aux problématiques que l'on vit aujourd'hui, qui sont des problématiques climatiques lourdes. Anne Perbriot? Alors, sur cette intervention, alors sur le fond, c'est vrai que c'est insupportable. La façon dont ça a été dit, c'est absolument insupportable. On est dans le dogmatisme à son plus haut degré, et c'est pas comme ça qu'on va sensibiliser la population à effectivement, là où tout le monde est d'accord, faire des efforts sur l'écologie et le respect de l'environnement. Voilà, mais je pense que c'est un sujet évidemment que nous partageons tous, mais c'est justement en affrontant le problème en face et en allant vers la recherche, ce qui est actuellement en cours pour l'aéronautique d'ailleurs, vers du moins polluant, et par des actions au contraire extrêmement concrètes et du quotidien des gens qu'on arrivera à avancer. C'est vrai que je vois par exemple à la région, il y a eu la COP régionale qui a permis de formaliser une consultation avec près de 200 propositions extrêmement concrètes. Il y a dans le 4,7 milliards consacrés à l'écologie sur cette année passée 2020 et cette année à venir, avec de multiples actions du quotidien et de la recherche. Donc je pense que c'est plus en faisant qu'en disant et en ne connaissant pas réellement son sujet. Je crois que beaucoup de gens parlent en plus sans connaître réellement. Tout le monde dit un peu n'importe quoi, et de temps en temps, c'est vrai qu'on a envie d'entendre des paroles d'experts, surtout sur ce sujet. Voilà. C'est vrai que cette déclaration vient après d'autres déclarations de maires écologistes sur les sapins de Noël, sur le Tour de France, etc. Stéphane Monson, c'est vrai que au fond, est-ce que ils font des gaffes ou ils mettent le doigt sur des problèmes un peu qui fâchent? Non, mettre le doigt sur des questions qui fâchent, c'est bien, c'est aussi le rôle des élus, y compris des élus locaux. Expliquer, comment dirais-je, mettre l'accent sur des problématiques en proposant des solutions qui ne vont pas nécessairement dans le sens du vent, c'est aussi le rôle des élus. Sauf que moi, en effet, je suis exactement ce que disaient Sandrine Grand-Gambe et Anne Perbriot à l'instant, c'est-à-dire qu'on est tous conscients des impératifs et en attendant certains agissent. Mais d'autres parlent un peu dans le vide. Ces grands élus, ces maires écologistes militent, de mon point de vue, contre leur propre cause, en caricaturant. Et c'est vrai, je suis d'accord. On sent derrière un dogmatisme qui est de mauvais aloi, enfin qui est totalement inefficace sur le plan politique. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Je ne sais pas si les électeurs écologistes s'y retrouvent, mais enfin moi, de toute façon, ce type de discours dogmatique est pour moi totalement inaudible. Sandrine Grand-Gambe, justement, sur ce plan politique, on voit bien que la gauche, l'écologie, vous et Génération fait partie de cette mouvance-là, essaye de se regrouper, peut-être pour en vue des élections présidentielles notamment. Est-ce que ce genre de déclaration, ça rend pas les choses plus difficiles finalement? Non, parce qu'il faut aussi relativiser. Moi, je pense qu'il y a aussi un emballement médiatique là où
il y a quand même une concomitance des surréactions par rapport à des propos qui peuvent choquer, j'entends, mais qui moi m'interroge beaucoup quand même. J'ai pas entendu autant de réactions quand Monsieur Wauquiez avait par exemple supprimé plein de subventions à des associations humanitaires. Où là, peut-être le rêve des enfants aussi d'une vie meilleure pouvait être impacté. Là, bizarrement, il n'y avait pas de réaction importante de la classe médiatique. Et je pense qu'il y a aussi derrière, dans une période où on est juste avant les cantonales, les régionales et les présidentielles, évidemment une instrumentalisation politique de tout ça. Laissons, à la rigueur, si des propos peuvent paraître maladroits, est-ce qu'il y a besoin de mettre à ce point la lumière sur ces propos-là? Ce qu'il faut juger, c'est les politiques, et je crois qu'on est aussi dans une instrumentalisation politique là des paroles. Donc, il faut un peu relativiser, à mon avis. Jean-Charles Lajoie, puis Florence et Mercader comme vous le disiez très et justement, les sapins de Noël, la patrouille de France, le Tour de France, maintenant les rêves des enfants, j'ai paraphrasé. Et la mosquée de Strasbourg aussi, voilà, donc voilà, on pourrait parler. Mais ça... je crois que les maires écologistes, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc, ça, c'est une référence à Jacques Audiard. Oui. Voilà. Non, Michel Audiard. Voilà. Florence Mercader, et Vincent Couronne, sur ce sujet rapidement, parce qu'il faudrait qu'on passe au... Je vais peut-être rien rajouter, parce que je suis d'accord tout à fait avec Stéphane Monson et Anne-Père Brio. Bon, je suis choquée sur la forme, sur ce qui a été dit, mais sur le fond, il y a un réel problème écologique et il ne faut pas se cacher, quoi. Mais c'est vrai que c'est plutôt choquant la façon dont elle s'est... C'est-à-dire que vouloir interdire le rêve des enfants, c'est toujours un peu... Il y a toujours un peu de côté totalitariste qui peut choquer. Vincent Couronne. Attention au terme. Oui, pardon, je vais faire un commentaire politique qui sort de mon domaine du droit, mais je pense en fait que, mais c'est vraiment une opinion personnelle, que les Verts en fait étaient sortis vainqueurs, sinon électoralement, mais du moins médiatiquement des élections municipales, qu'on se rapproche de la présidentielle et qu'en réalité les opposants en fait font feu de tout bois pour essayer de ridiculiser le moindre propos qu'ils peuvent tenir. Je trouve ça assez dommage. Je pense pas que le gouvernement, lorsqu'il a proposé d'interdire les pailles en plastique, il a été ridiculisé parce qu'on allait ruiner les anniversaires des petits enfants qui ne pourraient pas avoir de paille en plastique. Voilà, je trouve que tout ça est un petit peu grossier et c'est dommage. Mais c'est vrai que les couverts en bois, c'est pas très agréable, je trouve. Enfin bon. On va passer au sujet suivant. C'est cette polémique qui a eu lieu après la décision de l'UNEF de faire des réunions qui ne soient pas ouvertes à tous. On appelle des réunions non mixtes, consacrées notamment à la discrimination raciale. Alors, et voilà, l'UNEF a dit il n'y a pas de raison que des Blancs participent à des réunions de ce genre, puisque, par nature, ils ne sont pas victimes de discrimination raciale. Évidemment, levée de bouclier au gouvernement. Jean-Michel Blanquer parle d'attitude fasciste. Bruno Retailleau, Éric Ciotti veulent poursuivre le syndicat. À gauche, il y a ceux qui comprennent l'UNEF et qui le soutiennent, comme Jean-Luc Mélenchon et Audrey Pulvar. Et puis, il y a des gens comme Anne Hidalgo, comme Manuel Valls, qui ont des positions beaucoup plus... qui condamnent évidemment le syndicat. Sur ce sujet, alors, est-ce qu'on n'en fait pas... Moi, c'est la question que je me pose, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Après tout, ce ne sont pas des réunions plénières du syndicat, ce sont des réunions sur des sujets précis, sur les discriminations raciales. C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que des Blancs ont grand-chose à dire sur ce sujet? Jean-Charles, allez-y. Je crois que là, on touche le fond. C'est-à-dire que si on considère que, parce qu'on n'est pas noir, on ne peut pas s'intéresser à ce qui touche à la population noire, ça me paraît totalement aberrant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'on imagine la tollée le tollé qui serait totalement justifié si on faisait une manifestation pour s'intéresser aux problèmes de la population blanche interdite aux noirs et aux jaunes? Est-ce qu'on imagine juste ça sur un panneau avec interdit aux noirs?
Mais on serait revenu où ? Où en serait-on ? Est-ce qu'on aurait Madame Pulvar, Madame Hidalgo qui dira oui, c'est une bonne idée, oui, les Noirs n'ont rien à faire dans cette Hidalgo est un seul cet sur ce hémicycle. Mais je veux sujet, dire, on est chez les fous. Enfin, je veux dire, c'est juste aberrant. Le simple fait qu'on en débatte me paraît une folie totale. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut condamner, mais bientôt on va en arriver à discuter peut-être du nazisme en disant bah oui, mais peut-être il n'y a plus de limite à ce débat. Il n'y a pas de débat. On ne fait pas de choses en France interdites aux Blancs, et puis c'est tout. On ne fait pas de trucs interdits aux Noirs, on ne fait pas de trucs interdits aux Arabes. C'est la fin de la République, c'est la fin de tout. Sur Père Briot, et justement, Audrey Pulvar, on en parlait, elle va être candidate de la gauche au régional. À votre avis, c'est une gaffe qu'elle fait ou c'est une tête chercheuse d'un nouvel électorat ? Alors, moi, je trouve que c'est vraiment irresponsable. Je trouve que c'est très triste. C'est très triste, alors que tout le monde n'a de cesse que de vouloir faire société, qu'on aimerait faire société avec chacun comme il est, etc. On ne cesse de diviser. Ça devient vraiment, je trouve, indécent. Et j'ai été très séduite par l'interview de cette violoniste internationale, Zhang, là, qui a été interviewée par Sonia Mabrouk il y a quelques jours, et qui disait il n'y a pas plus bel accueil que la France. La France m'a accueilli, et c'est comme si on disait, par exemple, la France est raciste parce qu'il n'y a pas de Chinois dans l'équipe de foot du PSG, par exemple. Vous voyez, c'est un peu ça. La France est raciste aux Chinois parce qu'il n'y a pas de Chinois dans l'équipe de France du PSG ou une autre équipe, etc. Et je trouve que ça devient en fait, ce sont des déclarations qui sont indignes d'intérêt, qui à la fois évidemment sont dignes d'intérêt tellement elles sont choquantes. On n'arrive pas à ne pas résister, on n'arrive pas à résister à ce genre de provocation, alors qu'il faudrait pouvoir résister à ce genre de provocation, parce que c'est tellement anti-société et voilà, cette espèce d'objectif qu'on a tous de faire société. Et ces gens-là, c'est grave. Voilà, ces gens-là ne sont pas responsables. Vincent Couronne, vous comprenez l'attitude de l'UNEF ou... Je trouve que l'UNEF va probablement un peu loin dans ses combats, mais je voudrais quand même un petit peu relativiser, parce que on ne parle ici que de groupes de parole. Ce sont des groupes de discussion, et on n'est pas du tout dans l'idée de dire on va commencer à faire des manifestations de blancs, des manifestations de noirs, des restaurants pour les noirs, etc. Non, là, ce sont que des réunions, des groupes de parole, comme on fait par exemple des réunions pour les alcooliques anonymes, où on n'accepte pas que des non-alcooliques assistent. Maintenant, il y a quand même un sujet, c'est effectivement l'imprégnation de tout un tas de courants de pensée qui nous viennent essentiellement d'Amérique du Nord, et qui en France s'impose peu à peu sur effectivement une sorte de racialisation du débat politique et du débat public. Et ça, il faudrait éviter vraiment que ça arrive. Tout à fait. Ouais, Sandrine Grandgrom, c'est vrai qu'il y a cette influence nord-américaine du traitement par la race, si pourtant pour peu qu'elle existe, ce qui est quand même pas sûr du tout. Ça nous vient vraiment des États-Unis, et il y a cette position de victimisation. Comment vous analysez ça ? Moi, je voulais répondre à la question que vous avez posée au départ. Est-ce qu'on en fait trop ? Oui, je pense qu'on en fait trop. Je rejoins ce que disait Vincent Couronne juste avant. On parle de groupes qui se réunissent extrêmement, 2 fois dans l'année, je crois, qui sont des groupes de parole. Et on en fait un sujet politique majeur, alors que le vrai sujet sur lequel on devrait aujourd'hui échanger, c'est la question de la précarité étudiante, la question des conditions d'enseignement, des conditions d'études des étudiants. Ça, c'est le vrai sujet aujourd'hui, c'est les files d'attente pour les restos du cœur des étudiants. Ça, c'est le sujet majeur. Au lieu de ça, on instrumentalise un sujet qui
peut interroger, et je l'entends, mais qui n'est pas aujourd'hui le sujet majeur que l'on devrait traiter. Et on arrive par un jeu absolument délirant à ce que ce soit finalement le procès des victimes, aujourd'hui, qui est organisé. Et alors, dans le vocabulaire, là, on est dans le grand n'importe quoi. Et moi, je suis de formation, je suis historienne de formation, mais je pense que pour mes collègues de droit, on serait dans la même logique. Les mots ont un sens. Enfin, on arrivait à ce que aujourd'hui, on parle de totalitarisme, on parle de fascisme à tout bout de champ. Quel que soit maintenant le reproche qu'on a à faire à quelqu'un, il est fasciste. Ben, ça devient n'importe quoi. Les mots ont un sens. Et que ça soit le ministre de l'Éducation nationale qui commette lui-même ce genre de propos, je trouve ça très inquiétant sur le niveau de débat et le niveau intellectuel, en fait, de ce pays aujourd'hui. Stéphane Manson, est-ce que justement on part d'une petite chose qui sont des réunions? D'ailleurs, je reprends ce que disait Sandrine Grandgorbe, au fond, le problème de la discrimination, on l'a traité peut-être de manière républicaine avec tout le monde, mais enfin il existe toujours. Il y a peut-être aussi, c'est un moyen différent de traiter cette question. Après tout, on pourrait se poser le problème. Mais c'est vrai que derrière tout ça, il y a peut-être toute cette question d'assignation à l'origine qui n'est pas très compatible, en effet, avec ce que sont l'histoire et les valeurs de la République. Oui, vous avez raison. Enfin, je souscris à ce que vous dites, mais il y a quelques observations sur cette question. La première, c'est que ce concept de race, il est infondé, on le sait scientifiquement. Il a été, Sandrine Grandgorbe le sait mieux que moi, elle est historienne, récupéré pendant des décennies par l'extrême droite, enfin Gobineau, Maurras, Camus, etc. Donc c'est un concept qui est, on le sait, totalement arbitraire. Qu'est-ce que c'est qu'un blanc? Moi, je ne sais pas si je suis blanc. Qu'est-ce que c'est qu'un racisé, puisque c'est le terme qu'il convient d'utiliser et qui vient du système états-unien? Moi, je ne sais pas. La présidente de l'UNEF se présente comme la première présidente racisée de ce syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire, racisé? Mélanie Luce. À partir de quel degré sur le nuancier on est racisé? Ce critère de la race, il est insupportable parce qu'il est totalement arbitraire. Le critère sexuel, en revanche, lui, il est beaucoup plus objectif. Quand on parle de groupes de parole, de femmes qui ont subi des agressions, des violences, etc., là, je comprends à peu près, parce que je sais à peu près distinguer ce qu'est un homme et une femme. Je ne sais pas, en revanche, distinguer le blanc du non-blanc. Je ne peux pas le faire. Donc cette exclusion et par ailleurs cette construction d'homogénéité, elle est totalement artificielle. Et puis il y a une autre observation qu'on peut faire, c'est que finalement on ramène des concepts d'un système, le système états-unien, qui a connu une histoire, mais complètement différente de la nôtre, aux antipodes. N'oublions pas quand même que dans les États du sud des États-Unis, le système ségrégationniste a perduré jusqu'en 1964, jusqu'à ce que la Cour suprême y mette fin. Alors on posait séparés mais égaux, mais on sait ce à quoi ça conduisait en réalité, à mettre justement, à distinguer les gens et à distinguer leurs droits, en réalité, leur dignité, en fonction de critères totalement arbitraires, là encore, de critères ségrégationnistes. Et donc, on est, de mon point de vue, et c'est plus que dommage, c'est insupportable, aux antipodes du message universaliste. Alors, je sais bien, ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Ça fonctionne peut-être même encore moins bien qu'avant. Mais est-ce que c'est une raison pour abandonner et pour nous orienter vers un système? Parce que la question, c'est pas ce que fait l'UNEF. L'UNEF est, de ce point de vue-là, comme sur d'autres, d'ailleurs, dans une espèce de naufrage. Enfin, moi, c'est pas l'UNEF, ça fait vieux con, je vous l'accorde, mais que j'ai connu quand j'étais étudiant. Ça n'a absolument plus rien à voir. Il est devenu très compliqué de discuter aujourd'hui avec l'UNEF. C'était pas le cas. Il y a eu des très belles choses qui ont été faites promues par ce syndicat. Mais tirons parti, tirons vertu de nos dissemblances plutôt que de s'assembler entre soi. Cet entre-soi, il est insupportable. Et il n'est pas seulement le fait de l'UNEF, il est le fait d'un discours qui aujourd'hui, hélas,
alors reste un discours extrêmement, de mon point de vue, relativement confiné, relativement cantonné. Il faut pas surinterpréter non plus. Mais c'est de mon point de vue un discours qui est inacceptable. Florence, oui, Mercadier Choquet. Voilà. Alors, je suis assez d'accord sur le plan universel avec ce que dit Stéphane Manson, mais je pense qu'il faut revenir, puisque le sujet, c'est cette réunion qui est exclusivement réservée pour les personnes noires. On a eu des groupes de parole, comme le disait Stéphane, avec des femmes, avec des sujets justement de violence, etc. On a eu des groupes de parole, il y en a peut-être encore, sur les gays, sur des personnes qui ont des choses à se dire, mais entre elles, parce que peut-être que d'autres personnes pourraient ne pas comprendre. Et on ne peut pas dénier le fait que des personnes qui sont noires subissent des discriminations raciales de manière assez fréquente, et qu'il y a un racisme en France à l'encontre des personnes noires, et qu'il y ait un groupe de parole entre elles pour qu'elles expriment ce qu'elles ressentent et qu'elles échangent sur leur souffrance de discrimination raciale. Alors là, une F ou pas une F, peu importe. Moi, ça me choque pas. Comme des femmes peuvent aussi entre elles parler de choses dont elles souffrent. Donc, je suis d'accord qu'il faut faire société et qu'on soit tous ensemble. Je pense qu'on monte en épingle ce groupe de parole et cette réunion, alors qu'il y en a plein d'autres qui ne choquent pas. Vincent disait sur les alcooliques anonymes, ceux qui ne boivent pas, ils ne sont pas tolérés. Mais il y a des groupes de parole, et moi, je suis plutôt intéressée par Après, derrière, il faut que ça débouche sur autre chose. Il faut que ce groupe de parole, après, puisse mélanger et faire société, et mélanger avec d'autres personnes, avec des blancs, avec des jaunes, avec tout ce que vous voulez. Mais en l'état... Il y a la question aussi de l'efficacité de la lutte contre les discriminations qui pourrait se poser. Sandrine Grand-Gambe, un mot sur ce que disait Stéphane Manson, peut-être, et en tant qu'historienne, finalement, c'est-à-dire sur ce renvoi à l'origine, sur cet retour de la race dont on sait que scientifiquement elle n'existe pas. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec l'intervention précédente. Je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir les idées universalistes qu'on partage tous, et puis il y a la réalité du terrain. Il y a des gens qui, de fait, sont plus discriminés que d'autres, et qu'ils aient besoin d'en parler, ça me paraît légitime. Et oui, quand vous regardez les statistiques sur les contrôles de police, il y a un fait, c'est que un certain nombre de policiers en France, eux, font bien la différence entre un blanc et un non blanc. Peut-être que nous, on ne sait pas le faire, mais eux, ils le font, puisqu'on voit dans les statistiques que les contrôles sont tout à fait disproportionnés dans un sens. Et donc, voilà, c'est des réalités qui ne nous plaisent pas forcément et qu'il faut bien prendre en compte. Anne Perbriot, peut-être, pour conclure, avec Jean-Charles. Jean-Charles Lajoigny, allez-y. Moi, je suis un peu étonné par la tonalité des propos de beaucoup des gens autour de cette table, enfin autour de cet écran. J'ai l'impression que plus rien n'est grave. À chaque fois, on dit Madame Monconduit et les rêves d'enfants, c'est pas très grave. Des réunions seulement pour les Noirs, c'est pas très grave. Il n'y a plus rien de grave. On accepte tout. À chaque fois, on trouve oui, mais on peut comprendre. Donc, on va dans le mur et on klaxonne. Vous trouvez, moi, j'ai l'impression que c'est juste dramatique. Qu'on considère justement que tout est grave. Mais on pourrait peut-être se détendre un peu. Non, on débat de tout pour dire que rien n'est grave, qu'on peut tout accepter. Finalement, c'est pas très grave. On trouve toujours un petit biais pour dire oui, mais c'est pas grave là. Je veux dire, c'est des Noirs entre eux. On va les laisser. Là, c'est les écolos qui veulent interdire le truc. Il y a quand même des points de vue assez divergents qui sont. C'est Stéphane Manson qui a eu un discours un peu pesé. Mais peut-être parce qu'on l'a interrompu. Ce qui est grave, Jean-Charles, c'est la discrimination raciale. Oui. Ah bon, quand même. Oui. Oui. Je suis content de l'entendre. Oui, non, mais c'est vrai que jusqu'à présent. Et donc dans un sens seulement. Non, mais jusqu'à présent, le fait d'avoir des réunions où tout le monde pouvait y aller n'a pas quand même résolu cette question. Donc on peut se dire peut-être qu'il faut procéder autrement. Parce que vous pensez que des réunions avec que des Noirs, ça va faire avancer le sujet. Mais ce que Florence Mercadier-Choquet disait, c'est vrai que il y a des réunions de femmes sur les violences faites aux femmes qui sont réservées aux femmes, et on peut le comprendre. Alors vous me direz, il y a 50% de femmes, 50%
50% d'hommes. Voilà. Allez, on va passer, peut-être, ça sera peut-être le dernier sujet, malheureusement, de cette émission, parce qu'il ne nous reste plus que 6 minutes. C'est les 50 ans de l'appel qu'on appelait l'appel des 343 salopes. Le mot salope a été rajouté ensuite des 343 qui disait je me suis fait avorter. C'était le 5 avril 1971 qu'est paru ce manifeste dans lequel 343 femmes donc affirmaient qu'elles s'étaient faites avorter. C'est vrai que l'interruption de grossesse était interdite. Elle sera votée en 1975 sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing et de Simone Veil. Sandrine Grand-Gorme, c'est un acte fondateur pour les femmes et pour le féminisme? Oui, de manière assez évidente. Et je crois que si on en parle aujourd'hui, c'est clairement parce que c'est un sujet qui est rentré dans l'histoire avec les 50 ans dont vous parliez, mais qui n'est pas une histoire complètement finie, puisqu'il y a la question de l'augmentation de la durée aujourd'hui qui est posée. Et je pense qu'il faut aussi là qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion et que la loi évolue pour permettre de passer de 12 semaines à 14 semaines. C'est un des enjeux qui est posé au moment de l'anniversaire de cette loi. Et il y a une proposition de loi qui a été, dans ce sens, qui a été rejetée, d'ailleurs. Anne-Père Briot, là aussi, sur c'est intéressant quand même, des femmes qui se rebellent contre l'ordre établi, contre la loi. Alors, moi, je suis évidemment, c'est un acte fondateur, bien évidemment, et je crois qu'on a encore pas mal de boulot sur la cause des femmes. Et alors, à chaque fois, ce que je dis, c'est important, c'est la cause des femmes, non pas contre les hommes, c'est avec les hommes. Il faut que les hommes y participent aussi, et la majorité le font extrêmement volontiers. On a encore du boulot, et c'est vrai que si il faut, moi je reviens un petit peu sur les quotas. J'étais contre à un moment donné de me dire, pourquoi des quotas? Et c'est vrai que la loi Copé-Zimmermann en 2011, qui avait introduit les quotas dans les conseils d'administration, ont fait leur chemin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que au sein du CAC 40, il n'y a aucune femme dirigeante, que dans les 120 plus grandes entreprises françaises, en fait, il n'y a que 17% des femmes qui sont au COMEX, donc on a encore du boulot. Et s'il faut des quotas pour booster, je pense qu'il faut aussi savoir les utiliser. Et je pense à nouveau qu'il ne faut pas aller sur des effets de manche, sur le féminisme ou à outrance. Il faut travailler sur le fond et le quotidien, par des actions quotidiennes. Et là, c'est vrai que, par exemple, l'action de la région Île-de-France sur, par exemple, tout ce qui est travailler contre les préjugés, contre l'autocensure, avec des subventions à des associations qui poussent les jeunes filles à aller dans les filières techniques et scientifiques, parce qu'on s'est rendu compte que les filières techniques et scientifiques, c'était des filières plutôt pour les garçons. On se demande pourquoi. Voilà. Donc c'est ce travail de fond qu'il faut continuer de faire pour la cause des femmes et l'égalité femmes-hommes. Et d'ailleurs, je voudrais dire que la région Île-de-France a eu le label il y a quelques mois d'égalité femmes-hommes, parce que c'est vrai qu'on est très très attaché à ce débat. Florence Mercadé-Choquet, il y a encore du boulot? Oui, pour revenir à l'avortement, c'est vraiment un acte effectivement fondateur et qui a permis d'éviter plein de catastrophes sanitaires et médicales, avec des tricoteuses, etc., ou des femmes qui devaient partir à l'étranger pour se faire avorter. Maintenant, il faut aussi être vigilant, parce qu'il y a des mouvements anti-avortement, à l'étranger qu'en France, mais je pense qu'il faut être très vigilant sur ce point-là. Alors, le projet de loi, bien évidemment, va à l'encontre de ce que je vais dire, mais il y a des mouvements quand même de personnes qui sont contre l'avortement, des médecins qui refusent d'avorter aussi. Donc, il faut continuer à être vigilant sur toutes les problématiques d'égalité homme-femme. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, en tant qu'avocate en droit du travail, je le vois bien sur des problématiques salariales, le plafond de verre et la difficulté de progresser, évoluer dans sa carrière. Donc oui, il faut rien lâcher.
Florian. Alors, pour conclure, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, Stéphane Monson et Vincent Couronne, j'ai interrogé les juristes. Au fond, est-ce que les grands mouvements sociaux ne se font pas contre le droit existant et contre la loi ? Si je peux commencer, je ne sais pas si ça se fait contre la loi, mais la loi en tout cas l'accompagne. Qu'elle le fasse contrainte ou parfois avec un petit peu d'avance, elle le fait. Il y a eu 3 vagues en fait en droit de féminisme juridique en quelque sorte. Il y a eu l'égalité des droits d'abord, à partir du 19e siècle et jusqu'à la libération avec le droit des votes pour les femmes. Il y a eu l'égalité des corps ensuite avec dans les années 60, la famille familiale, puis l'IVG. Et puis maintenant, on est plus dans un mouvement d'égalité réelle avec la question de la parité, effectivement la question des quotas, etc. Et demain, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Peut-être, je sais pas, je suis pas devin, mais je pense qu'aujourd'hui la féminité, la femme interroge la place de l'homme aussi dans la société et donc de la masculinité. Et donc aujourd'hui, on peut probablement être un homme et être féministe. En fait, en s'interrogeant sur la place tout simplement de l'homme et de ce que c'est qu'être un homme dans la société égalitaire d'aujourd'hui. C'est probablement en fait peut-être, je sais pas si c'est la continuation d'une 3e ou si c'est une 4e vague féministe, mais c'est sans doute ce qui est en train de se passer. En un mot, Jean-Charles ? En un mot, au-delà du sujet, bien évidemment, ce que j'admire, c'est le courage de ces 343 femmes à l'époque, parce qu'il fallait un courage, démentiel, et qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle. C'était contre la loi. C'était extraordinaire. Et le temps est fini, mais je voudrais juste en un mot, Sandrine Grand-Gambe et Anne-Père Briot, les élections régionales et départementales, il faut qu'elles se tiennent en juin ou pas ? En un mot. Oui ou non ? Oui. Oui, d'accord. Ok, on aura l'occasion d'en reparler. Et comme vous serez probablement candidate, peut-être de vous inviter à nouveau pour parler des élections régionales et départementales. Merci à tous. Voilà, il y avait plein d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais on aura l'occasion de se retrouver. Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.